Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 31 mars 2023 et aujourd'hui on va parler de l'UBS, du Crédit Suisse, de Novartis, de Roche, peut-être un tout petit peu de Nestlé. Mais aujourd'hui on parle de gros titres, on parle d'indices parce que finalement le SMI nous a fait un retournement de situation absolument incroyable. Il faut noter que le Conseil fédéral, la BNS et la FINMA nous ont bien aidés sur ce coup-là et ils ont réussi à faire un des rebonds les plus magistraux que l'on ait connus sur le SMI à une vitesse assez impressionnante ces derniers temps. Tout ça en fusionnant les deux plus grosses banques de Suisse. On en est donc toujours un petit peu dans cette thématique, en Suisse en tous les cas. Il faut reconnaître forcément que pour l'instant on n'a pas grand chose d'autre à ajouter sur la table et ça a quand même pas mal choqué le marché, ce qui fait qu'on en parle encore beaucoup cette semaine. Comme d'habitude, on commence donc avec notre point de situation des marchés en général en ce début plutôt en cette fin de trimestre. Donc premier trimestre 2023, vous avouerez qu'on n'a pas eu le temps de voir passer grand chose puisqu'on a eu beaucoup de sujets à aborder, entre autres l'inflation, les taux, la récession et la crise des banques. Donc en l'espace de 3 mois, on s'est quand même fait un joli stress puisque si on observe un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps sur les indices, eh bien on revient quand même de loin. Puisqu'on était quand même assez mal barré à un certain point du mois de mars en pensant qu'on allait tous y rester. Et puis finalement, on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve là, à la fin du mois de mars, à des niveaux qui ont complètement effacé la crise des banques. Donc, on va plutôt pas mal et finalement, on revient gentiment sur nos mêmes histoires que d'habitude. Si on regarde un petit peu l'économie en général, eh bien l'économie en général va relativement bien. Là aussi, on voit que l'inflation commence à être sous contrôle. On l'a vu avec les chiffres de l'inflation cette semaine en Europe et on devrait le voir encore aujourd'hui. Ça devrait continuer dans cette bonne direction. On voit que les banques centrales ne changent pas vraiment d'avis puisque on entend quand même encore et encore que les Européens ils vont encore monter les taux et que les Américains ils devraient encore les monter un tout petit peu. Moins que les Européens, mais il faut dire que les Américains sont en avance sur le mouvement de hausse des taux, bien sûr, puisqu'ils ont commencé plus tôt, ils ont été plus vite. Et résultat, ils sont bien en avance, et donc ils devraient arriver en fin de hausse des taux. Et aujourd'hui, le plus gros dilemme qu'on a au niveau des macroéconomistes, des stratégistes, des économistes et des diseurs de bonne aventure, c'est de savoir si effectivement cette année, en 2023, on arrivera à un moment donné à baisser les taux. C'est ce qui pourrait vraiment motiver le marché à continuer sa route à la hausse. D'ailleurs, on le voit très bien, ça a été largement anticipé puisqu'on l'a vu clairement sur le Nasdaq. Encore une fois, on en parle beaucoup cette semaine. J'en parlais dans le Morning Bull Live de tout à l'heure. Aujourd'hui, la tech a clairement surperformé tout le reste du marché. C'est assez quand même paradoxal parce que dès le début de l'année, on a senti une relative prudence de la part des investisseurs et finalement, eh bien, on a eu un premier trimestre qui aura été clairement sous le signe de la technologie, mais vraiment d'une manière assez discrète puisque finalement on s'est obsédé, on s'est concentré principalement sur la problématique des taux, et puis que finalement aujourd'hui on se retrouve à faire les comptes, puis on se dit ah ouais, le S&P il est pas beaucoup monté, par contre le Nasdaq ça va très très bien. Donc forcément nous en Suisse on est un petit peu handicapé du côté du Nasdaq parce qu'on n'a pas beaucoup de techno en Suisse, donc ça freine un petit peu. Il fallait donc qu'on trouve autre chose, et bien cette semaine on a trouvé, c'est le rebond massif du côté des banques. Donc si on fait un résumé aujourd'hui, on en est où ? L'inflation semble sous contrôle, la hausse des taux semble massivement derrière nous, même si la BCE devrait encore monter en tout cas les taux de 0,5%, et on peut s'attendre à que la BNS fasse également de même la prochaine fois. En dehors de ça, si ça continue dans cette direction, eh bien on devrait avoir finalement une inflation qui redescend progressivement. La grande question qui reste à savoir, c'est est-ce qu'on va être capable de retourner à ces 2% de target qui ont été fixés par la Fed. Alors effectivement, là encore, je le disais ce matin, eh bien l'inflation, elle ralentit, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'est-ce qui ralentit dans l'inflation. Et a priori, c'est pas forcément les choses qu'on utilise tous les jours. Il y a un autre problème qui nous pend au nez et qui pourrait nous revenir dessus dans ces prochains mois, maintenant que la crise bancaire est terminée, ce serait potentiellement l'immobilier, puisque l'immobilier, on le sait et on l'a vu dans les chiffres ces derniers temps, eh bien les crédits hypothécaires sont beaucoup moins bon marché qu'avant, et ceux qui veulent acheter, eh bien ça va coûter plus cher. Alors en Europe, c'est encore relativement correct. En Suisse,
c'est encore relativement très correct, mais c'est quand même beaucoup plus cher que 1% qu'on avait il y a quelques années en arrière, quelques mois en arrière même. Et aux États-Unis, par contre, ça devient vraiment problématique puisqu'on arrive à des 7, 8, certains parlent déjà de 9% sur l'hypothèque à 30 ans, donc autant vous dire que ça risque d'être un petit problème de ce côté-là. Il y a aussi tous les spécialistes immobiliers que pour l'instant on n'écoute pas, parce que tout le monde se dit oui mais l'immobilier de toute façon ça peut jamais baisser. Ça c'est les gars qui n'étaient pas là en 2008-2009 qui disent ça. Et donc finalement si l'immobilier ne peut jamais baisser, il n'y a rien à craindre, mais si jamais ça commence vraiment à baisser, ça pourrait être la prochaine chaussure à tomber au sol, le prochain domino à s'effondrer qui pourrait également avoir des effets dominos chez nous en Europe. Mais pour l'instant on n'en est pas là, on est plutôt euphorique et on est plutôt de bonne humeur. Cette semaine, on a eu quand même beaucoup de bonnes nouvelles en Suisse. Bonnes nouvelles, tout est relatif, mais en tout cas au niveau des bancaires, mais on a eu un rebond assez spectaculaire et le fait que cette crise se termine selon les experts qui ne l'ont pas vu arriver, a rassuré pas mal de choses. On le verra sur les performances que finalement nos deux banques, enfin notre banque nationale et je parle pas de la BNS, s'en sort relativement bien cette semaine. Et puis pour le reste, on a eu des bonnes nouvelles du côté de Novartis, Roche qui est toujours collé au fond du bac, Nestlé qui ferme ses usines. Bref, on est dans une situation assez calme, mais malgré tout, vous le verrez, le SMI se comporte relativement bien. Donc finalement, les seules choses qui nous intéressent aujourd'hui, c'est l'inflation et les banques. C'était un petit peu notre centre d'intérêt. Vous aviez les banques qui prenaient beaucoup de place, l'inflation dont on parlait un peu moins. Et aujourd'hui, la crise bancaire se rétrécit et on reparle beaucoup d'inflation. Donc ce sera, c'est pas tant que l'inflation nous inquiète en tant que telle, c'est surtout qu'on a besoin de comprendre où elle va, comment elle se comporte, est-ce qu'elle se résorbe de manière linéaire et comment est-ce qu'on peut fixer des objectifs pour les mois à venir afin de pouvoir bien évidemment interpeller les choses et nous amener directement à savoir ce qui va se passer sur les taux, parce qu'évidemment ça reste quand même très important. Et si on regarde le comportement par exemple aux États-Unis des rendements du 2 ans, du 10 ans, du 5 ans ou du 1 an, eh bien on voit que ça n'a que très rarement été aussi volatile. Ça indique clairement que les gens n'ont aucune idée sur ce qui va se passer. Et puis si on se projette un tout petit peu plus loin, eh bien on finit donc le mois de mars aujourd'hui. Donc inutile de vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, on va parler non-farm payrolls, puisque vendredi prochain, ce sera le jour des NFP. Il y a aussi les vacances de Pâques qui vont commencer. Alors ça, vous me direz, ça n'a pas grand-chose à voir. Oui, sauf que quand on regarde, on a l'impression que tout le mois d'avril est à moitié fermé, de toute manière. Donc ça risque d'être un petit peu plus calme. Avant d'entamer, bien sûr, on arrivera gentiment après le mois d'avril, vous le savez tous, parce que c'est pas une grande nouvelle, au mois de mai. Et puis au mois de mai, on pourra commencer à parler de Sell in May and Go Away. Mais pour l'instant, c'est de la musique d'avenir bien lointaine. Pour l'instant, on est en début de bull market sur le Nasdaq. La techno va super bien. On se pose quand même des questions sur la performance de Microsoft, Apple, tout ça. On les verra tout à l'heure sur les graphiques. Mais pour l'instant, eh bien, j'ai envie de dire, pour ce dernier Swiss Bliss du mois de mars, eh bien, on s'en sort bien compte tenu de là où on était il y a 2 semaines. Et effectivement, on a l'impression que la manipulation de la Banque centrale, de la FINMA et du Conseil fédéral sur le Crédit Suisse a boosté le SMI. On peut se demander ce qui se serait passé si on avait attendu 2 semaines, puisque visiblement la Deutsche Bank était un peu dans le même état que le Crédit Suisse il y a encore une semaine. Le fait qu'on ait fait juste rien, eh bien, aura permis de laisser survivre la Deutsche Bank, alors que le Crédit Suisse a été avalé par l'UBS et a donc disparu. Je vous présente donc les performances de la semaine, donc le pétrole, ce qui est assez intéressant puisque le pétrole est quand même la meilleure performance, le meilleur asset qui performe cette semaine avec 6,9% de hausse sur 5-6 derniers jours. Ce qui est quand même assez rigolo, c'est que finalement aujourd'hui on est content de voir que l'inflation baisse en Europe parce que l'énergie va mieux, mais en même temps vous avez le pétrole qui prend 7% ou presque cette semaine. On peut se poser des questions. Puis autrement, eh bien, vous le voyez, donc rebond massif en Espagne, rebond massif en Suisse. La Suisse qui est quand même 4e au classement avec 4% de performance cette semaine. Et autant vous dire que c'est assez impressionnant parce que quand on regarde que finalement UBS n'a que tellement peu de pondération dans le SMI que c'est pas forcément grâce à eux qu'on a pris 4%, c'est surtout grâce à Novartis, bien sûr. Et puis donc rebond en Italie, rebond en France, rebond en Allemagne, bref, rien de très
très, très spectaculaire. Et alors celui qui est un peu le moins spectaculaire dans la performance totale, c'est le Nasdaq qui ne prend que 1,6%. Mais par contre, il casse des niveaux super importants et il se retrouve surtout, comme on l'a dit ce matin dans le Morning Bull Live, en zone de bull market. Donc, tout est en vert sur la semaine, ou presque, sauf l'or. L'or, néanmoins, revient sur la zone des 2000 $. C'est une zone qui est très importante pour lui et qu'il faut surveiller très attentivement parce que si tout d'un coup ça casse en dessus, on va repartir directement sur les plus hauts de tous les temps. Et puis là, après, sky is the limit, puisque je rappelle quand même qu'il y a toujours pas mal de gens qui pensent qu'un jour l'or ira à 4000. On ne sait pas exactement quel jour, mais en tout cas, il y a toujours un petit groupe d'irréductibles, pas gaulois, mais d'irréductibles investisseurs qui pensent que finalement l'or pourrait aller beaucoup plus haut. Performance de la semaine, eh bien ça se joue au coude à coude entre Novartis et l'UBS, on va en reparler en détail tout à l'heure, et puis derrière ça suit Sonova, Logitech qui prend quand même 7%, je crois qu'ils ont annoncé des licenciements crédits, ça ne veut pas dire grand chose puisque ça suit simplement l'UBS, et puis le reste ne fait que du cosmétique derrière, à noter Roche et Nestlé qui sont en queue de peloton. Alors ce qui est assez fou c'est que vous voyez la performance du SMI sur la semaine et vous voyez que Nestlé ne fait rien, que Roche ne fait rien, et que finalement la hausse se base sur Novartis et UBS. C'est quand même assez impressionnant de force ce rebond basé sur quelques titres, et c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu sur le Nasdaq ces derniers temps, puisqu'on vous le disait l'autre jour, le Nasdaq a quand même lui drivé sa performance depuis le mois d'octobre, principalement sur uniquement quelques titres et pas d'autres, puisque la pondération du Nasdaq est emmenée clairement par Microsoft, Apple, Nvidia et Meta. Et bien en Suisse c'est pareil, sauf que c'est pas les mêmes titres, c'est Novartis et UBS qui auront tiré l'indice cette semaine. On passe maintenant au SMI, et vous voyez, pas besoin de vous expliquer tout ça, le rebond extrêmement spectaculaire, drivé principalement par, pas drivé, que je vous l'ai dit tout à l'heure, Novartis et UBS, on va regarder le chart de Novartis tout à l'heure, mais là vous voyez qu'on revient toujours, alors on est toujours dans un canal descendant, on a une résistance ici qui se situe sur les 11 159, mais il faut quand même pas oublier qu'au mois le 20 mars, donc là on est le 31, il y a 11 jours, le SMI était au plus bas à 10 411 et ce matin on est à 11 045, donc le rebond est juste spectaculaire ces derniers jours sur le SMI. La réassurance mise en place par les autorités qui nous ont permis de gagner 6,6% depuis le pire moment de cette crise nous laisse espérer. Maintenant, la grande question, ce sera de trouver l'énergie pour aller casser cette résistance que l'on a ici maintenant, ici qui était entourée dans un cercle. Et si on n'y arrive pas, eh bien effectivement, il y a un petit risque qu'on reste quand même dans notre canal baissier et qu'on se dise ah oui mais finalement on n'a pas réglé tous les problèmes et le fait d'avoir fusionné UBS et SBS, eh bien ça nous change pas grand chose à la photo finish, puisque de toute façon le risque reste toujours présent, sauf qu'il est concentré sur une seule grosse banque à l'heure actuelle. Regardez le CAC 40 aussi, alors le rebond est aussi spectaculaire, puisque au fond du trou on était à 6800, on a 7270 sur le CAC. Vous avez encore et toujours des titres comme LVMH qui battent des records historiques. On doit aller casser cette résistance de plus haut historique dans la zone des 7400 et des poussières. Là aussi, on a beaucoup tiré sur la corde ces derniers temps. Il va falloir aller chercher le mouvement final. On se demande ce qui pourrait finalement nous permettre de casser cette résistance à la hausse. C'est un peu la même chose que sur le SMI. Et une des raisons principales sera probablement les earnings, les résultats qui vont nous arriver dans les jours et les semaines qui viennent. Et on a vu que les résultats, on attend des choses tellement mauvaises qu'il suffit de quelques bonnes nouvelles, des boîtes qui vont faire comme les attentes, voire un poil mieux, mais avec des perspectives positives pour voir des cassures à la hausse assez magistrales. Si on regarde le S&P 500, eh bien vous le voyez, donc on était au plus bas de la crise. Lors de la crise SVB, on est revenu chercher à l'intérieur de ce canal baissier des niveaux qui faisaient très très peur, et puis depuis là aussi on est remonté, on a cassé cette espèce de tendance qui avait l'air très très moche. Il va falloir quand même remonter maintenant jusqu'à 4150 pour confirmer. La problématique aujourd'hui, c'est comme pour le Nasdaq, vous avez quand même deux titres qui prennent beaucoup de place à l'intérieur du S&P 500, et si ces deux titres là commencent à marquer des signes de faiblesse
comme c'est possible que ça se produise, ça risque d'être un petit peu compliqué pour aller casser plus haut. Mais néanmoins, le S&P 500 est toujours, et ça c'est positif, en dehors de son canal baissier. Donc on peut toujours espérer pour l'instant, sans vouloir être très précis, que dire qu'on est dans une tendance haussière qui se développe gentiment, qui pourra évidemment qui sera pas aussi raide que ça, mais qui laisse quand même un petit peu d'espoir. Le Nasdaq 100, donc j'en parlais tout à l'heure, donc là aussi ça a été clairement drivé par Microsoft et Apple ces derniers temps. Alors là, vous voyez cette résistance très importante qui correspondait à un double top qui a été cassé cette semaine. Donc là, on s'envole et plus rien ne peut nous arrêter puisque tout le monde s'attache à la tech, tout le monde s'attache à l'intelligence artificielle et malgré les alertes qui ont été mises en place par monsieur Musk cette semaine et monsieur Wozniak, eh bien, il y a toujours un engouement massif sur la techno puisque l'on pense bien évidemment que les taux devraient baisser à l'horizon fin de l'année, même si la Fed a dit le contraire. Et puis, puisque l'on parle beaucoup d'Apple et de Microsoft, eh bien, autant de savoir de quoi on parle. Vous voyez le rebond massif d'Apple depuis les bas du mois les bas 2022, enfin fin 2022, début 2023. À 124, plus personne en voulait. Et aujourd'hui, on a une Apple qui traite à 162,5. 30% plus haut depuis le début de l'année, c'est monstrueux. C'est pas monstrueux en termes, c'est déjà monstrueux en termes de pourcentage par rapport à la société en elle-même, mais surtout ce qui est monstrueux, c'est que derrière ça pèse énormément, c'est très très lourd dans l'indice évidemment vu la market cap de Apple et on peut craindre une prise de profit parce que le jour où ça risque de prendre des profits, ça risque de faire bizarre aussi. Donc évidemment sur Apple aujourd'hui, la première chose qu'il faut surveiller, c'est cette cassure qui passera par les 166. Une toute clôture au-dessus des 167 $ sera considérée comme bullish. Là, on a encore 5 $ à faire. Il faudra les faire, ça va pas être simple. Il faudra trouver les justifications. Mais voilà ce qu'il faudra surveiller sur Apple. Et puis, sur Microsoft, alors c'est intéressant parce que Microsoft pagaille depuis un bon moment dans cette zone ici. Vous voyez qu'il y a une espèce d'hésitation avec des inversements de tendance. Si on regarde en zoomant très précisément pour ceux qui aiment un peu les candlesticks, vous voyez qu'on a à chaque fois des inversions. On voit clairement qu'on est indécis. Quand vous avez des extrêmes comme ça sur les candlesticks, des hésitations intraday comme là, comme là, comme là, comme là, comme ici et comme là, eh bien ça veut dire que les gens hésitent et qu'ils sont pas du tout certains de ce qu'il faut faire sur le titre en question. Alors, ce qui est assez rigolo à voir aujourd'hui, c'est que on a cette tendance, cette résistance qui s'offre à nous dans la zone des 289 à peu près sur Microsoft. Il faudra là aussi qu'on casse pour espérer une accélération. Sinon, on peut revenir un petit peu ces prochains temps dans la tendance haussière. Alors moi, je suis extrêmement bullish sur Microsoft, même peut-être plus que sur Apple. Mais je pense que s'il y a un retour, on peut craindre les 260, ce sera juste des opportunités d'achat à ce moment-là. Mais enfin, pour l'instant, ce qui est assez intéressant, si on fait vraiment du fine-tuning, c'est qu'on est sorti de cette espèce de mini-canal qu'on avait ici sur Microsoft et que pour l'instant, on a l'air de vouloir démarrer à la hausse. Donc c'est plutôt encourageant. Alors oui, je sais, c'est un Swiss Bliss, donc on est censé parler de la Suisse. Je me suis un peu égaré sur le marché américain, mais il fallait quand même le signaler parce que ces deux titres-là, Microsoft et Apple, mon petit doigt, lui là, me dit qu'on risque d'en parler encore beaucoup ces prochains temps. On passe maintenant au sujet de Novartis. Alors Novartis a annoncé cette semaine qu'ils avaient des très bons résultats sur un de leurs médicaments qui s'appelle le Kisqali, qui évite les résurgences et les rechutes au niveau des cancers du sein. Donc ça a été extrêmement bien pris, une masse d'upgrades dans tous les sens de côté des analystes. Tout le monde a tourné bullish sur Novartis et tout le monde trouve ça génial. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle, non seulement pour les patients mais en plus pour Novartis qui enfin nous donne un truc un peu dynamique. Alors la grande question que l'on peut se poser maintenant sur Novartis, c'est est-ce que Novartis va finalement finir par sortir de son range? Alors vous voyez le graphique et vous voyez mon fameux range qu'on se traîne depuis un moment, donc je le dis depuis un bon moment. Sur les 85 francs suisses, il faut commencer à vendre Novartis et sur la zone des 75, il faut la racheter. Donc on arrive gentiment, plus rapidement que prévu sur la zone des 85. Là, vous avez, quand on regarde en zoomant sur Novartis, eh bien, on se rend compte qu'on a la zone ou l'annonce du Kisqali qui a été faite
à ce moment-là. Donc vous avez ce grand candlestick qui justifie la hausse. Et puis après, depuis, c'est upgrade, upgrade, upgrade. Donc tout le monde est en train d'upgrader Novartis. Et puis quand plus personne pourra upgrader parce qu'ils sont tous sur overweight, et ben on sera probablement autour des 85-86. Et là, eh bien peut-être qu'il faudra prendre les profits ou alors acheter des puts pour jouer le retour dans le canal pour venir la racheter plus tard. Donc c'est assez intéressant cette zone-là, il faudra la surveiller ces prochains temps, parce que si on se positionne là pour vendre dans la zone des 85-86, eh bien on a un niveau assez clair. Si on casse la zone, allez on va dire des 87,5 sur Novartis, ça voudra dire que le trade est invalidé et qu'ensuite, alors après, ce sera sky is the limit. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour Novartis. Mais vous le voyez, quand on regarde un petit peu ce que fait le titre depuis un bon moment, ça nous ramène quand même avant d'être sorti de ce range. La dernière fois qu'on est sorti de ce range, à la baisse, c'était en 2021, même plutôt fin 2020 carrément. Et puis à la hausse, eh bien, c'était carrément en 2019. Donc on a encore un petit peu de marge pour voir les choses évoluer, mais à surveiller parce que peut-être que je m'entête un petit peu, mais ce range-là, il a quand même pas mal fonctionné et il faudra quand même qu'il se passe quelque chose de vraiment très très impressionnant pour réussir à sortir de l'autre côté. On parle du bon rush. Le bon rush, lui est dans le coma. Pas mal. J'ai eu un article assez intéressant cette semaine sur le bon rush. L'analyste expliquait que finalement Roche était dans une phase de transition et qu'ils sont en train de se reconstruire pour l'avenir. Donc c'est plutôt encourageant. On voit que quelque part, on est quand même en train d'essayer de trouver un bottom dans la zone des 260. Il n'y a pas non plus de catalystes aujourd'hui qui font que Roche devrait exploser ces prochains jours parce qu'ils ont un médicament qui va ici ou un truc comme ça. Mais en tous les cas, vous voyez que cette zone-là, la zone des 260, c'est pas la première fois qu'on la teste. On avait déjà beaucoup passé de temps en septembre 2019 dessus. On s'était approché d'elle dans la crise du Covid. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est finalement qu'aujourd'hui, Roche est plus basse que quand on a eu la crise du Covid. Donc, voilà, vous savez que c'est une de mes positions sur les positions, les 5 que j'avais choisies en ce début d'année. Pour l'instant, forcément, je fais pas le malin et en plus, le fait qu'il y avait le Crédit Suisse derrière, ça arrange pas les choses. Mais je reste quand même ultra convaincu. Et pour être très franc, à ce point-là, à ce stade-là, j'aurais même tendance à vouloir doubler ma position pour me dire je reste vraiment convaincu que c'est un titre qui, que ce soit demain ou dans une année et demie ou 2 ans, on va largement retrouver notre argent parce que de toute façon, c'est toujours comme ça que ça s'est passé sur le bon rush pour autant qu'on fasse du long terme. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup, mais il y en a un qui représente assez bien la chose aujourd'hui, c'est Temenos. Alors Temenos, vous vous en souvenez, depuis pas mal de temps, eh bien, on entend dire oui, ils vont se faire racheter par KKR, oui, ils vont se faire racheter par un fonds suédois, oui, ils vont se faire racheter par... Bref, peu importe, mais toujours est-il qu'on a eu plusieurs fois ces rumeurs de takeover, et ça recommence cette semaine. Alors au-delà du fait que Temenos a annoncé un contrat, je crois, en Thaïlande, mais on ne connaît pas les montants, donc c'est pas très très relevant, mais il y a de nouveau le Finanz und Wirtschaft en Suisse allemande qui a commencé à parler de takeover potentiel. On parle de KKR de nouveau, ouh, quelle surprise, et donc du coup, on parle de Temenos. Alors Temenos, on parle de takeover sur Temenos, et quand on se souvient ce qui a pu se passer dans le passé, et bien quand on regarde la réaction aujourd'hui de Temenos, on se dit que plus personne n'y croit. Donc c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup. Temenos monte à peine cette semaine, malgré le fait qu'il y a des rumeurs. Et Temenos monte à peine cette semaine, mis à part, malgré le fait, qu'il y ait des rumeurs de takeover. Donc si on doit imager la chose, vous voyez clairement que là, c'est entouré déjà, hein, donc on a vraiment une des premières rumeurs qu'on a eues ici, une deuxième rumeur là, on en parlait encore, je crois, dans cette zone-là, et puis voilà, là, on en parle de nouveau, mais vous voyez que ça s'appelle un pétard mouillé, et plus personne ne s'y intéresse pour l'instant. Et à tout seigneur, tout honneur, on termine ce dernier Swiss Bliss du trimestre avec les actions, les deux sociétés qui auront probablement fait le plus parler d'elles en Suisse depuis le début de l'année, puisqu'il s'agit d'UBS et Crédit Suisse. Alors, pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que cette semaine, nous avons eu le retour de M. Hermotti qui a quitté Swiss Re, sauf erreur, pour venir reprendre son job de CEO de l'UBS pour faciliter l'intégration du Crédit Suisse. Alors, visiblement, lui, il est proche d'être le Messie. Alors, on ne sait pas s'il est capable d'ouvrir la mer, on ne sait pas s'il est capable de marcher sur l'eau, mais le jour est-il que la perception du retour de M. Hermotti était un déclencheur
assez spectaculaire sur le rebond final de l'UBS ces derniers jours, puisque c'est de nouveau très très fort et tout le monde trouve ça absolument génial. Alors on ne sait pas ce qu'il va réussir à faire. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que maintenant, eh bien, on a une énorme banque systémique à la place de 2 banques systémiques, et qu'on peut se poser des questions de ce qui se passera le jour où l'UBS fera une connerie et va se retrouver un peu en difficulté parce qu'elle l'a déjà fait et puis qu'il n'y a pas de raison que ça change, parce que finalement à la fin, ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que dans le système bancaire, greed is good. Donc s'il y a un moyen de faire de l'argent, même si c'est un peu risqué, sachant que l'État nous garantit quand même derrière, eh bien ça peut bien se passer. Enfin, je suis pas là pour dire du mal. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous avez des actions Crédit Suisse qui traitent encore, vous avez des actions UBS qui traiteront encore, bien sûr. Les questions sont posées. Quand est-ce que les actions le Crédit Suisse va disparaître? Le Crédit Suisse va disparaître, bien évidemment, quand ce sera décidé, mais a priori, ça devrait se faire à la fin de l'année. Donc, on va traiter en double action avec une connexion entre les deux, puisque c'est un échange d'actions. Donc, chaque fois que le Crédit Suisse va baisser ou monter, enfin, chaque fois que l'UBS va baisser ou monter, le Crédit Suisse va suivre en accord avec la répartition des actions pour le rachat. De l'autre côté, eh bien, vous, si vous êtes actionnaire du Crédit Suisse, vous n'aurez pas grand-chose à faire, puisque ce sera simplement automatiquement à la date butoir que votre banque va présenter les actions Crédit Suisse pour obtenir des actions UBS, et sur votre compte, vous retrouverez automatiquement les actions UBS à la place des Crédits Suisses. Donc par rapport à la claque que les actionnaires Crédit Suisse ont pris ces derniers temps, eh bien il faudra attendre probablement que l'UBS remonte à 100 balles pour pouvoir avoir un jour la chance de revoir son argent. Pas dire que c'est impossible, mais en tous les cas, la manière dont le système bancaire se comporte ces dernières années depuis 2008, on voit assez mal comment les banques pourraient avoir des performances dignes de la technologie. Mais en même temps, on va dire que par rapport à ce que j'ai vu depuis 35 ans dans ce métier, j'ai pas l'impression que impossible soit complètement quelque chose qui fasse partie du monde financier. Enfin voilà, si vous êtes actionnaire de Crédit Suisse, eh bien il va falloir être patient, parce que ça risque de prendre du temps pour que les choses elles bougent. Il faut pas être surpris si vos actions sont encore là, et vous n'avez aucune mesure à prendre si vous voulez participer à l'échange. Bien évidemment, si vous êtes fatigué, si vous vous dites comme moi, plus jamais je mettrai 10 balles dans les bancaires, eh bien vous pouvez toujours liquider vos actions à perte et puis oublier et passer à autre chose dans le monde merveilleux de l'investissement. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut discuter le takeover de l'UBS sur le Crédit Suisse, puisque on a déjà parlé beaucoup encore. L'inquiétude qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est surtout quelles seront les conséquences au niveau de l'emploi, parce qu'on parle de dizaines de milliers d'emplois biffés. Alors, ce ne sera pas forcément que des emplois au Crédit Suisse, bien sûr. Je pense qu'il y aura quand même cette capacité à choisir les meilleurs dans leur domaine. Donc, il pourrait y avoir aussi des emplois qui vont être en difficulté à l'UBS. Mais néanmoins, ça fera quand même beaucoup de gens sur le marché. Alors, d'aucuns disent que finalement, ça se passera très bien parce qu'il y a plein d'autres emplois en Suisse. Je parierai pas non plus là-dessus, parce que quand on voit un peu le nombre d'emplois bancaires qui sont disponibles aujourd'hui, quand il y aura 10 000 ou 12 000 ou 14 000 personnes de plus sur le marché, ça risque d'être un peu plus compliqué, et ça risque d'être encore plus compliqué dans la région zurichoise. Enfin voilà, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on est en train de digérer. Au niveau performance de l'UBS, eh bien c'est plutôt bien digéré, parce que si vous regardez le graphique que l'on voit à l'instant, eh bien si l'on regarde le chart de l'UBS, eh bien on était à 20,83 au moment de début de la crise bancaire. On est allé à 14,27 au plus bas lorsqu'on a vu que le Crédit Suisse allait être racheté. Puis finalement, on est revenu à 19,18. On n'est plus très loin des plus hauts. Donc ce niveau-là, je pense que dans l'immédiat, on ne le reverra pas tout de suite. On verra un petit peu ce qui va se passer ces prochains temps. Il ne devrait pas y avoir de gros changements fondamentaux. Et ça va être très difficile, surtout pour les analystes, de faire des paris sur la performance de l'UBS et sur l'état de son bilan, puisque je rappelle quand même qu'historiquement parlant, les mecs qui sont les plus faux au niveau de l'analyse financière, c'est ceux qui analysent les banques. Un bilan bancaire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à interpréter, à faire des projections dessus et à essayer de faire des paris dessus. On le voit systématiquement à chaque publication du monde bancaire qu'ils sont à des années-lumière des attentes. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et là en plus, quand vous intégrez une boîte comme le Crédit Suisse, qui en plus a des casseroles,
comme l'UBS qui a aussi 2-3 casseroles qui sont à droite à gauche, ça va être difficile de perdre des prévisions et d'avoir des vraies attentes lors de la prochaine publication du résultat. Et encore, ces prochains trimestres, ça va être très compliqué de juger la performance nette de l'UBS, du nouveau groupe, de la plus grosse banque systémique suisse. La seule grosse banque, d'ailleurs, qui nous reste. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine pour la Suisse et le monde, en gros. Nous sommes au milieu de quelque chose d'assez spectaculaire. Les marchés vont très bien. La crise bancaire semble être derrière nous. Je ne sais pas si j'ose le dire aujourd'hui enregistré sur YouTube, parce qu'il se peut très bien que la semaine prochaine, on ait 3 banques qui partent en vrille et que tout soit remis en question. Mais pour l'instant, on marche sur des eaux et c'est un peu comme ce genre de situation où vous marchez sur un lac gelé et que vous entendez craquer la glace et que vous vous retenez de marcher trop vite. Et tout d'un coup, après 3 pas, vous voyez que ça craque plus. Et vous espérez que le 4e, ça craquera plus non plus. Ben, on est en train de faire pareil pour les banques. On se dit, pour l'instant, il n'y a plus rien qui craque. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Un peu comme le mec qui tombait du 50e étage en passant devant le 40e étage en disant, jusque-là, ça va. Bref, tout ça pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On se retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et bien sûr pour un nouveau Swiss Bliss vendredi prochain. Quoique je ne suis pas sûr encore à 100% que Swiss Bliss il y aura puisque c'est Pâques, le vendredi de Pâques, sauf erreur d'ailleurs. Mais d'ici là, de toute façon, on aura largement le temps d'en reparler. Moi, je vous retrouve lundi matin. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne fin de vendredi. Soyez forts, que la force soit avec vous. Et puis, si jamais pour ceux qui ont un doute, c'est pas marqué Trump sur mon sweatshirt, c'est marqué Triomphe. Passez un excellent week-end. À lundi. Bye bye.